Vous l'avez entendu, le ministre Pierre Duchesne est confiant qu'il y aura des décisions de prise. Mais comment faire la part des choses? Est-il un optimiste réaliste? J'en parle avec Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'IRIS, et Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Un tandem que nous réunissions il y a presque un an maintenant, parce que commençait le 12 ou 13 février, cette crise sociale qui commençait par une crise étudiante, notamment sur ces questions-là. Je disais bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ça va peut-être vous demander une petite réaction à cette explosion de confiance du ministre et sa certitude qu'il y aura des ententes, qu'il y aura une sortie de crise pour vous d'abord. Ben, c'est pas très difficile d'être optimiste, considérant que, de toute façon, le gouvernement précédent avait prévu des réinvestissements dans les universités faites par l'État. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Alors oui, il y aura réinvestissement. Les universités vont être contentes de ça, de toute façon. Elles le savent assez bien. Tout le monde joue un peu une comédie dans cette histoire pour essayer d'aller chercher un peu d'argent. Oui, il y a 400 millions de prévus dans le budget pour donner aux universités à la fin là, de tous les exercices. Donc, après 5 ans, le programme de réinvestissement universitaire qui était prévu par les libéraux. Mais en même temps, on leur demande des compressions que les universités disent inacceptables et dramatiques. Oui, mais c'est cette année. Comme l'a dit M. Duchesne, ils auront bien le temps de trouver d'autres moyens de se financer. C'est de très petites sommes par rapport à ce qu'ils lui promettent. D'accord, sur les 4 000. Oui, allez-y, vous. Mais c'est vrai que quelque part, dans le fond, cet optimisme débordant, il est basé sur le fait que, dans le fond, on sent qu'il y a quand même beaucoup de directions qui sont déjà prises, tant pour la décision, par exemple, sur les frais de scolarité. Donc, est-ce qu'on va les indexer ou est-ce qu'on va les geler? La marge de manœuvre est pas énorme. Pour les réinvestissements, effectivement, on a entendu aussi le ministre des Finances dire, nous, on a un budget, on a prévu autant et sur 5 ans, et ça va être ça, pas plus. Donc, quelque part, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont coulées dans le béton. Est-ce qu'il va y avoir des ententes peut-être un peu plus symboliques? C'est possible. Ouais. Maintenant, clairement, tout le monde a l'air décidé à participer au sommet jusqu'à présent. Mais donc, il peut bien être optimiste. Mais c'est une comédie, c'est une mise en scène, tout ça, pour vous, Simon? Écoutez, les universités sont en train de faire une déclaration sur le sous-financement des universités. Aujourd'hui, donc, on est rendu à 850 millions à les entendre. Pierre Fortin, l'économiste, parle plutôt de 200 millions. On a entendu la FQPPE aussi. Tout le monde sort ces chiffres, les professeurs d'Université du Québec, qui nous disent, en fait, il y a beaucoup de transferts vers l'immobilisation parce que ça a été largement sous-financé. Il y a tout un débat sur la question des chiffres, mais au final, effectivement, il y a pas mal de décisions qui sont prises. Et dans les décisions, il y a aller chercher plus d'argent et probablement indexer les frais de scolarité. Donc, c'est réglé, là. On n'a plus de crise. On est sorti de crise pour vous, Yuri Chassin? En tout cas, à tout le moins, on dirait que la solution est assez claire qui va être proposée par le gouvernement. Et clairement, puis là, c'est là qu'on voit où ça devient un débat plus politique. On a eu peut-être un débat de chiffres, en quelque sorte, dans l'espace public, mais le débat est devenu beaucoup plus politique. Mais y a-t-il, pour les citoyens qui nous écoutent, y a-t-il, oui ou non, sous-financement? À cette même date, ou à peu près l'année dernière, on le qualifiait de 620 millions. La CREPUQ disait, on ne peut pas survivre à 620 millions, il nous manque ça. Les étudiants, la FEUQ disaient, écoutez, c'est pas vrai, 620 millions, ça c'est un calcul, c'est une méthode qui est inacceptable parce qu'on se compare aux universités canadiennes, on prend la différence des revenus par les droits de scolarité, puis on multiplie le nombre d'étudiants. Enfin, je connais ça mieux que moi. Donc, c'est pas fiable. Qu'est-ce qui est fiable actuellement? En fait, c'est pas ce que les associations étudiantes disaient l'an passé. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il y a eu un renversement de tendance, mais effectivement, il y a eu longtemps un consensus très fort dans la société québécoise sur le sous-financement des universités. Et, dans le fond, pendant des années, la CREPUQ a effectivement fait paraître plusieurs études. D'abord avec le ministère de l'Éducation, ensuite valider la méthodologie par le Cyrano, un centre de recherche à l'expertise reconnue. Et puis finalement, on s'est rendu compte, puis c'est là que la politique embarque, que dans le fond, de la part des recteurs, où on constatait le sous-financement et on souhaitait régler la question du sous-financement, donc c'était l'objectif, notamment possiblement par une hausse des droits de scolarité, c'était le moyen. Mais on s'est rendu compte que les associations étudiantes se sont dit, notre objectif à nous, c'est de maintenir des droits de scolarité bas,
quitte à nier le sous-financement, donc c'était leur moyen. Alors c'est pour ça que ça s'est devenu plus politisé et chacun a un peu le bout de sa lorgnette propre et c'est difficile de s'entendre. On est encore là-dedans. L'histoire est un peu différente de notre point de vue. Ben oui, parce qu'il y a un an, nous disions que le sous-financement n'existait pas. L'IRIS le disait sans problème. Ça dépend lesquels. Mais si on regarde ce qui s'est passé, c'est que du côté de la CREPUQ, ce qu'on nous dit, c'est nos fonds de fonctionnement, donc l'argent qui sert à payer les professeurs, à payer l'enseignement, ont moins d'argent que dans le reste du Canada. Personne nie qu'ils ont raison. Les chiffres qu'ils prennent, tout le monde y a accès. Parce que les droits de scolarité sont inférieurs. Donc là, ils ajoutent ça. Mais leur première affirmation, le sous-financement, c'est celui-là. Ce que nous disions à l'époque, ce que nous disons encore aujourd'hui, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de l'ensemble des fonds qui sont dévolus aux universités. Ils nous disent, oui, mais ces fonds-là, on ne peut rien faire dedans. Par contre, ils font des transferts de fonds du fonds de fonctionnement vers le fonds d'immobilisation, mais ils ne peuvent rien faire avec les fonds. Passons sur ce détail. Mais il y a donc une situation, c'est celle que, en fait, les universités reçoivent au Québec plus d'argent que dans le reste du Canada. Par étudiant. Il est mal réparti. Par étudiant. Hein? Oui, par étudiant, mais même au total, mais même en pourcentage du PIB, il y a plus d'argent pour les universités. Nous, ce que nous disons, c'est que les universités sont mal financées. C'est un mauvais répartissement de l'argent. À partir de ce moment-là, pourquoi? Donc, mal financées, et elles ne sont pas sous-financées, elles sont mal financées. Exactement. Et cette répartition-là, puis en fait, Simon connaît bien la question aussi, c'est qu'effectivement, hein, bon, il y a plusieurs fonds, mais disons qu'il y a 3 grands fonds, et le fonds des immobilisations, ou le fonds de la recherche subventionnée, ce sont des fonds qui sont dédiés. Et c'est un peu ça la difficulté. Donc, est-ce qu'on recalibre tout ça? Mais c'est un peu difficile, évidemment, parce que c'est attaché à des projets. Puis même pour les immobilisations, il y a eu, et c'est la Fédération des professeurs de l'université qui le dit, il y a eu un sous-financement pendant longtemps. Donc, ça crée un trou, un déficit. L'affaire, c'est qu'on a dit aux universités, maintenant, faites vos propres projets d'immobilisation, trouvez des moyens de les financer et s'amener les universités à faire une série de campus satellites qui leur coûtent très cher. Et c'est pas tant parce qu'ils ont des nouveaux effectifs. Parce que quand Sherbrooke a des nouveaux effectifs, ils construisent un pavillon à Laval, pardon, à Longueuil. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est évidemment pour aller chercher des nouvelles clientèles, parce qu'on leur a dit c'est comme ça qu'il faut se financer. Est-ce qu'on peut se fier à un côté ou à l'autre? Et là-dessus, la FEUC, les étudiants arrivent avec une proposition, puis je veux savoir si elle vous paraît intéressante, de confier l'examen, l'évaluation de tous ces chiffres-là et le suivi tant sur la qualité de l'enseignement et les chiffres et les budgets et tout ça, et la gestion à une commission d'évaluation de l'université. Quelque chose d'indépendant pour éviter les scandales, les îlots voyageurs, les recteurs qui se payent des gros salaires ou des primes. On a vu ça dans les universités anglophones, entre autres, des prêts sans intérêt. On a vu des scandales quand même. C'est intéressant, ça? Non. Non, au cours? Malheureusement, ce n'est pas intéressant. Non. Qui peut regarder ça de près? En fait, il faudrait réussir à faire que les universités arrêtent de se compétitionner entre elles. Okay. C'est ça qui tend à ce qu'elles fassent d'aussi mauvais choix. Et c'est pas en mettant quelqu'un d'extérieur qu'on va changer quoi que ce soit. Il faudrait plutôt revenir de la coopération. Même pas le vérificateur général? Ben, en fait, je pense que quelque part, c'est ça mon analyse, hein, c'est que la question maintenant est tellement politique, il faudrait au moins s'entendre sur un certain nombre de principes. Et à la base, par exemple, de l'exercice des recteurs, c'est de se comparer avec la moyenne canadienne. Et déjà là, on voit que la FEUC dit non, il faudrait plutôt définir des objectifs et on financera en fonction de ces objectifs et de ses besoins. Maintenant, il faut comprendre que la réalité universitaire, comme dans bien d'autres choses, on est en compétition. La concurrence se fait entre universités pour attirer des bons professeurs. Les étudiants aussi, certains, hein, les plus aisés souvent, mais sont mobiles. Donc, il faut tenir compte de la réalité de la concurrence entre universités. Oui, mais en même temps, faire le ménage dans une certaine bureaucratie avec l'option de certains abus ou certains scandales, parce que la FEUC, dans son communiqué, évoque encore ces questions-là. Est-ce qu'il ne faut pas que ça se fasse, ça? Bien, ça, c'est pas mauvais de dire quand il y a scandale, on fait enquête. Mais si le vérificateur général était là tout le temps. Mais je pense qu'on a tort d'obséder sur la question de la mauvaise gestion. C'est les contrôles, c'est le système dans lequel sont mis les recteurs qui est problématique, bien plus que la mauvaise gestion. Bon, on finit sur un consensus ici. Peut-être que ça va contaminer Sherbrooke et le sommet de Montréal. Ben, soyons optimistes. Ben oui, voilà, soyons optimistes comme ministre. Simon Tremblay-Pépin, Yuri Chassain, merci à tous les deux. C'était fort intéressant. Merci. Merci, Mme Dussault.